Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Mais avant de commencer, plusieurs d'entre vous connaissent déjà le jeu King of Tokyo. Donc King of Tokyo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu qui a été sorti par Yellow il y a quelques années déjà. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir la vidéo de mon collègue JP de l'école du jeu, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Sinon, les autres, je pense qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu-là. C'est un petit jeu simple, très familial, puis aussi très agréable. C'est le genre de jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui utilise des dés. C'est une espèce de jeu de roi de la montagne, qui fait en sorte que, bon, on essaie tous de se battre pour réussir à prendre le dessus de la montagne. Ça reste un jeu qui est très connu et qui est très populaire et que j'apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de King of Tokyo. Je vais vous parler d'un nouveau jeu qui est sorti par la compagnie Yellow, qui s'appelle Arena for the Gods. Ou je devrais dire Arena for the Gods. Donc Arena for the Gods est un jeu sorti en 2017 par la compagnie Yellow. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Qu'est-ce que c'est le jeu? En fait, c'est un jeu de combat. Oh oui, un gros jeu de combat dans une arène avec des petits personnages qui vont se battre jusqu'à la mort. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est un jeu qui est très ouvert et très simple à jouer. Je dirais un peu qu'il reprend les traces que King of Tokyo a faites en lui donnant un petit plus. Le jeu a été fait par Maxime Rambourg, comme je disais, distribué par la compagnie Yellow. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à King of Tokyo? On va aller aux règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. En début de partie, on va prendre le livret pour sélectionner un scénario de départ. Donc le livret nous propose plusieurs scénarios différents, souvent avec un certain nombre de joueurs proposés et une durée de temps de jeu. Donc il y a quand même pas mal de scénarios prévus dans le petit livret qu'on voit ici. Donc ça va jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est la configuration qui va être différente. Dans le cas présent, j'ai décidé de faire une configuration pour 3 joueurs. Donc j'ai placé sur le plateau différents éléments, donc les petites tours qui vont d'ailleurs bloquer la partie inférieure du plateau. On place également les mines, ainsi que les fontaines de vie. On va prendre 5 petits cubes de points de vie pour placer sur chacune des fontaines de vie. Bon, dans le cas présent, ici, on en a juste une. Donc, on place 5 petits marqueurs rouges. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le petit bol. On va tout mettre des points de vie dedans. Et on va placer sur le côté les petits marqueurs ici de protection et les petits marqueurs avec un X. Il est à noter que le bol vient avec le jeu. Donc, on dirait que ça a l'air que c'était à la mode d'avoir un petit bol de points de vie de ces temps-ci. Donc, on va le placer ici. On va prendre les dés également, qu'on va placer tout près du plateau. Donc, il y a 7 dés avec différentes faces, comme ça ici. Ensuite, chaque joueur va sélectionner un personnage. Donc, il y a une variété de personnages différents. Ils sont tous ici, comme ça, avec un petit socle. Donc, pourquoi ils sont allés avec ça? Bien, premièrement, ça permet aussi d'avoir les points de protection. Donc, on peut les placer, les glisser comme ça ici. Donc, ça marche très bien pour ça. Lorsque chaque joueur va choisir un personnage, il va également prendre un petit paravent avec l'effigie de son personnage. Donc, on le voit ici, le cas du mauve. Et il va le placer devant lui. Donc, à l'intérieur du petit paravent, on a les actions de départ que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ensuite, chaque joueur prend la somme de 20 points de vie chacun. Donc, chaque joueur prend 20 points de vie, ici, qu'il va placer en arrière de son petit paravent en cachette. Ça se trouve être la quantité de points de vie qu'il va avoir de disponible. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que selon le nombre de joueurs, on va prendre les cartes ici, qui sont tous numérotées de 1. Ensuite, il y a les cartes 2, les cartes 3, et ainsi que les cartes 4. Donc, on va commencer, ça c'est se trouver l'équipement de départ. On va commencer avec les armes. En fait, on commence toujours avec les armes. Donc, on tire un nombre d'armes au nombre de joueurs qu'il va avoir dans la partie. En l'occurrence, 3. On place les cartes à la vue de tout le monde. Et on remet les cartes 1 sur le côté parce qu'ils ne serviront plus. Ça se trouve être une phase unique qui est faite en début de partie. Comment ça fonctionne? Les joueurs vont miser un certain nombre de points de vie qu'ils ont cachés. Donc, ils commencent tous avec 20 points de vie pour pouvoir essayer d'obtenir les objets qui sont sur la table. On va faire ça pour les armes, mais ensuite aussi pour une monture, une armure et un sort. Chaque joueur va donc avoir 4 cartes automatiquement à la fin de cette phase-là. Ça se trouve être l'équipement de départ de chacun des combattants. Bon, sur chacune des cartes, premièrement, je tiens à spécifier que l'art sur les cartes est vraiment génial. Souvent, les cartes vont passer par-dessus la petite boîte de texte ici. Donc, ça leur donne un petit côté unique, là, le shuriken comme ça qui dépasse. Personnellement, je trouve que
Les images sont très réussies, c'est très joli, c'est très clair. Sur chacune des armes, va se trouver avoir des habilités différentes. Je vais y revenir un petit peu plus tard. À ce moment-là, qu'est-ce que les joueurs font? Ils vont regarder un peu les armes qu'il y a qui pourraient les intéresser. Ils vont prendre chacun un nombre de points de vie en secret, entre 0 et tout ce qu'ils ont. Et à point fermé, ils vont tous placer leurs mains comme ça. Lorsque tout le monde est prêt, et on révèle un nombre de points de vie. Donc la personne qui a misé le plus de points de vie va se trouver avoir le premier choix. En cas d'égalité, les joueurs peuvent essayer de se consulter. Si jamais le litige perdure toujours, à ce moment-là, ça va y aller aléatoire. Donc des fois, il faut piler un petit peu sur son orgueil. À tour de rôle, les joueurs, selon la quantité de points de vie qu'ils ont misé, vont réclamer une arme. Comme je disais, on va faire la même chose ensuite pour des montures. Ensuite, une armure et un sort. À ce moment-là, après avoir joué, tous les joueurs vont avoir un équipement de départ. Lorsque la phase va être terminée, chaque joueur va avoir à sa possession une arme, une monture, une armure et aussi un sort. Ils vont les placer à la vue de tout le monde. C'est là que la partie va débuter. Donc en tant que tel, chaque joueur va regarder un peu son équipement et va essayer aussi d'avoir un équipement balancé. Je m'explique, chacun des icônes va être représenté sur les dés. Ce qu'on va faire, c'est qu'un peu à la King of Tokyo, on va brasser les dés et on va essayer d'activer nos choses. Premièrement, je tiens à vous montrer, en arrière du paravent, ça se trouve être les activations de base. Donc, lorsqu'un tour commence, le joueur va prendre tous les dés qu'il a à sa disposition. Donc, il y en a 7. Il va les lancer sur le plateau. Et voilà. Ça se trouve être les dés qu'on va avoir accès. Bon, en l'occurrence ici, j'ai lancé les dés. Si je veux utiliser 2 épées, et voilà un petit peu de zoom, donc on peut utiliser toujours 2 épées pour faire perdre 1 point de vie à un héros adjacent. On peut payer 2 pattes pour faire un déplacement, 2 boucliers pour pousser un héros adjacent, et 2 symboles magiques pour faire perdre 1 point de vie à un héros de votre choix, peu importe son emplacement sur le plateau de jeu. Ça se trouve à être les actions de base, mais chacune des cartes que vous allez avoir réclamées et payées à même vos points de vie va avoir une habilité. Sachez que ces habilités-là, on peut les faire autant de fois qu'on veut. Donc exemple, j'aurais lancé 3 épées et 3 pattes, donc je préfère 3 fois ce qui est écrit sur ma carte. Il n'y a pas de limite au nombre d'activations qu'on peut faire. Ce qui est important par exemple, c'est qu'il faut toujours réaliser la carte au complet. Donc il va falloir absolument que je commence par faire un déplacement et ensuite faire perdre 1 point de vie au héros adjacent. Ça se trouve être vrai pour toutes les différentes options qu'on va avoir. Il faut toujours réaliser le texte au complet si possible. Donc on va lancer les dés, on va regarder les résultats. On peut activer certains dés, donc on pourrait commencer à activer celui-ci, etc. Et on a droit à une reroule. On peut la faire au début, on peut la faire après avoir activé quelques cartes, il n'y a aucun problème. Mais l'important, c'est qu'on a droit à une seule reroule. Donc je décide de rerouler les dés et on y va comme ça. Ça se trouve être la base du jeu. Avec les dés, on va avoir différentes actions qui vont nous être proposées par nos cartes et par les actions de base qu'on a. Donc je vais retourner au plateau. J'ai essayé de maximiser l'espace disponible pour qu'on voie un peu les cartes et le plateau de jeu. Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont commencer à placer leur personnage dans l'arène. C'est important, il faut toujours qu'ils commencent sur le pourtour extérieur de l'arène et on n'a pas le droit de commencer bien sûr où la partie est bloquée. Donc la partie du bois est complètement bloquée, c'est pour ça que j'ai mis les cartes là. Donc chaque joueur va placer son personnage à un endroit différent. Et c'est là que la partie commence. Donc à votre tour, comme j'expliquais, on lance les dés. On a droit à une reroule, on peut effectuer autant d'actions qui nous est proposé par les actions de base ou les cartes. À ce moment-là, après, c'est le tour de l'autre joueur et ainsi de suite. La partie se termine non pas quand tout le monde est tombé, mais lorsque le premier joueur réussit à perdre tous ses points de vie. À ce moment-là, la partie arrête immédiatement et tous les joueurs vont comparer leurs points de vie restants. Le joueur qui a le plus de points de vie va gagner la partie. Donc, c'est pas nécessairement le joueur qui a fait tomber l'autre en premier. C'est vraiment important de pouvoir jauger tous les joueurs autour de la table pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui a moins subi d'attaque que les autres. Ça va essayer de favoriser l'effet de frapper tout le monde un peu. Je trouve que c'est vraiment un gros plus au jeu. Mais je continue avec les actions. Comment qu'elles fonctionnent. Premièrement, l'action attaquer, c'est assez simple. Un personnage est à côté d'un autre, on brasse 2 épées, l'action de base pour attaquer. Quand je vous parlais de l'action se déplacer également, on peut se déplacer. Si on va sur une fontaine de vie, on réclame 1 point de vie qu'on peut prendre. Si on va sur une mine, on perd 1 point de vie. Idéalement, absolument, on n'y va pas. L'action avec les boucliers sert de pousser. Qu'est-ce que pousser? Donc, un joueur regarde un autre et va le pousser. Toujours en ligne droite, comme ça. Cependant, si le joueur se fait pousser, exemple, le joueur est ici et pousse l'autre joueur, il va tomber sur la mine et va perdre 1 point de vie. Si un joueur est poussé contre une tour ou contre la bordure du jeu, donc exemple ici, j'utiliserai 2 boucliers ou une habilité spéciale pour pousser ce joueur-là ne pourrait pas se déplacer, il perdrait donc 1 point de vie.
ça se trouve être quelque chose de très important à savoir. Parce que si on a plusieurs personnages qui sont sur le plateau et que le premier joueur pousse, lui va subir un point de dégâts et lui, par rebond, va subir un point de dégâts. Cependant, il ne se déplacera pas, il va rester là. Ça peut être une bonne idée, quand on a plusieurs adversaires en ligne, de pouvoir essayer de pousser pour faire une petite réaction en chaîne. Ensuite, lorsqu'on attaque, on a une attaque adjacente qui est simple. Certaines cartes vont nous dire qu'il faut absolument attaquer à distance. Donc l'attaque ne peut pas être performée directement à côté. Ça prend une distance, donc au moins une case de distance, et il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Exemple, ici, le joueur ici est en obstacle à celui-là. Je ne pourrais pas lui lancer une flèche parce qu'il y a quelqu'un. La même chose est là pour les petites tours, cependant les fontaines de vie et les mines ne cachent pas la ligne de vue. C'est important aussi que ce soit sur une même ligne. Donc les joueurs, c'est toujours en ligne droite comme ça. Si ils sont, exemple, comme ça ici, les deux joueurs ne se voient pas parce qu'il n'y a pas une ligne directe qui est faite. Ça, c'est pour la ligne de vue du jeu. Ça reste relativement simple et on essaie de ne pas compliquer les choses. Lorsqu'on s'habitue à regarder à partir d'une direction en particulier, à ce moment-là, les choses deviennent fluides et on comprend bien. Encore là, c'est important que son personnage soit assez varié pour que il puisse être efficace lorsque les autres vont être tout près, mais encore aussi, certains personnages vont pouvoir tirer à distance puis produire plus de dommages. Les effets qu'on a, de temps en temps, il y a des effets qui vont nous dire de placer un petit X. Donc, si je le montre ici tout près, le petit X, ça se trouve être un X qui nous enlève un D. Lorsqu'un joueur est frappé, donc exemple par certaines habiletés d'armes ou d'armure qu'on va avoir, lorsqu'un joueur reçoit un petit X comme ça, il va le placer sur son paravent. Je me montre, le paravent est ici, il le place comme ça ici. Ça lui dit qu'au prochain tour, le joueur va avoir un dé de moins. Après avoir enlevé son dé, il va immédiatement enlever le petit marqueur, va le replacer là pour un usage futur. Même chose avec les jetons de protection. Certaines cartes vont nous donner un effet de protection. Donc, je prends l'exemple ici de une armure. Donc, elle mentionne, lorsqu'on utilise un symbole magique et un bouclier, vous gagnez un petit marqueur comme ça, que vous allez placer sur votre personnage. Exemple ici, on le place sur le personnage. On va un petit zoom, et voilà. Qu'est-ce que l'effet dit ici? Ça dit, lorsque l'on enlève le petit marqueur, faites perdre 2 points de vie au héros adjacent. Comment ça s'active? La prochaine fois ou lorsque le joueur va prendre un point de dégâts, par quelconque façon possible, que ce soit une attaque directe, que ce soit savoir fait pousser ou une attaque magique à distance, le joueur peut enlever ça et faire les effets qu'il y a sur sa carte qui lui a donné le jeton. En cas d'effet multiple, vous choisissez lequel vous utilisez. Et c'est important à savoir qu'en début de tour, s'il vous reste un symbole comme ça, vous l'enlevez. Donc à chaque début de tour, on va enlever les petits X pour enlever les dés et aussi les symboles de protection magique. Il faut savoir que le joueur mange quand même les points de dégâts. C'est pas une protection, ça annule pas le coup, mais c'est vraiment, on peut utiliser ça pour faire un effet supplémentaire. Ça couvre pour les petits symboles de protection. Et voilà. Les joueurs jouent à tour de rôle et essaient de réussir à descendre, à faire perdre des points de vie et faire descendre le nombre de petits cubes des adversaires. Comme je l'expliquais, dès qu'un joueur tombe au combat, la partie s'arrête immédiatement et tous les joueurs comparent les points de vie qu'il leur reste. La personne avec le plus de points de vie va remporter la partie. Le jeu nous propose également en plus des petites variantes. Donc exemple, on peut jouer en équipe. Donc il va y avoir plusieurs équipes, les équipes vont se mettre ensemble. La petite règle là-dessus, lorsque un joueur, peu importe, va tomber au combat, toutes les équipes vont comparer leur total de points de vie pour déterminer le gagnant. Ou encore, on peut jouer tous contre un avec la version du Titan. Le Titan va avoir un gros nombre de points de vie et tous les héros vont se mettre contre pour essayer de le battre. Le jeu vient également avec un combat instantané. Je montre ici. Donc c'est un petit tableau qui... On va le montrer ici. C'est un petit tableau qui vient avec un équipement de départ pour chaque joueur. Une petite chose qui est intéressante à savoir, c'est que si les joueurs sont tout nouveaux, ils ne pourront pas nécessairement déterminer lesquelles armes qui sont vraiment fortes. Puis moi, ça m'a fait ça au début, quand j'ai vu la variante de départ, je me suis dit « Ah non, j'ai pas besoin de ça ». Mais en l'essayant, je me suis rendu compte que les équipements sont bien balancés. Donc ça permet que pour une première partie, les joueurs aient tous un équipement de départ. C'est certain que ça enlève l'effet de miser ses points de vie, mais ça permet d'avoir une partie plus balancée au départ. Donc ça fait le tour des règles de Arena for the Gods. Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Bon, premièrement, il faut que je fasse les comparaisons avec King of Tokyo. Bon, je l'ai dit en début de vidéo, je trouve que le jeu est à peu près dans la même trame, mais une petite coche au-dessus. Je l'appellerais un King of Tokyo Plus. Ça reste un jeu qui est très agréable, très facile à comprendre. Les gens aiment beaucoup les dés, souvent c'est quelque chose de facile. Facile à comprendre, de rerouler des dés, les gens c'est assez visuel, fait que ça peut permettre de pouvoir bien commencer à jouer sans trop connaître la partie. Personnellement, j'ai bien aimé le jeu.
c'était assez dynamique. J'aimais beaucoup le concept au départ de miser un certain nombre de points de vie pour pouvoir avoir les équipements de départ. Ça fait en sorte que certains joueurs peuvent littéralement se cannibaliser pour essayer d'avoir moins de points de vie, mais d'aller chercher les armes qui sont fortes. Ça rajoute un petit quelque chose parce que, bon, étant donné qu'il y a quand même une bonne variété d'armes, ça fait en sorte que les deux parties, il n'y a pas deux parties qui sont pareilles. C'est certain que les personnages n'ont pas d'habilité spéciale en tant que telle, mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Ça évite de trop compliquer le jeu. C'est pas un jeu de miniature comme les gens pourraient connaître, des jeux comme Warhammer ou Rune Wars Miniature Games, c'est des jeux qui sont assez complexes. Ça reste super simple puis accessible. Je pense que c'est le gros point qui vaut la peine de dire. Comme petit malus, par exemple, je tiens à dire que les premières parties, c'est toujours un peu plus difficile parce que les joueurs vont miser pour un certain nombre d'équipements. Or, mes premières parties que j'ai jouées, moi puis les autres joueurs aussi autour de la table, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qui était fort. Il y a une partie, entre autres, que je me suis ramassé avec un paquet d'équipements qui était vraiment très puissante, mais même moi, en misant mes points de vie, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais c'est après ça, en regardant le résultat, j'avais pas beaucoup d'icônes, je pouvais utiliser beaucoup plus mes objets que les autres. Je dirais que les premières parties, c'est peut-être risqué un peu, mais le livret de règles vient avec, bon, premièrement, plusieurs variantes, mais aussi il vient avec une variante de départ. Habituellement, je ne suis pas trop du genre à me porter vers la variante de départ, mais dans une des parties que j'ai faites, j'ai décidé de le faire. Ça donne un équipement de départ au personnage. Donc, chaque personnage va avoir un équipement. L'équipement se trouve être relativement assez bien balancé. Ça fait en sorte que la partie a été beaucoup plus neutre. Je dirais qu'il n'y avait pas un joueur qui avait un avantage flagrant. Bon, c'est certain qu'en ne misant pas les points de vie, qui se trouve être quelque chose que j'adore, on perd un peu de la vitalité du jeu parce que tous les personnages commençaient avec 20 points de vie. Bon, c'est certain que si quelqu'un voudrait vraiment calculer tous les points de vue de tout le monde, il pourrait le faire, mais au final, on finit toujours par prendre une chance puis essayer de voir c'est quoi. Mais, comme point positif, bon, comme petit jeu, comme j'expliquais, c'est accessible, c'est le fun. Le jeu perdure pas trop longtemps parce que la partie se termine immédiatement quand un joueur tombe. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui vont se battre jusqu'à la mort dans l'arène, mais ça fait en sorte que si on réussit à tuer l'autre joueur, donc à le rendre à 0 point de vie, mais c'est pas nécessairement le joueur qui l'a battu qui va gagner. Après ça, tous les joueurs vont comparer leurs points de vie. Je dirais que ça rajoute une thématique dans la mécanique, en tout cas quelque chose d'intéressant, parce que le joueur qui reste tranquille dans son coin, mais il y a des bonnes chances qu'il gagne parce que justement, il y a plus de points de vie que les autres. Mais encore là, ça favorise le fait d'aller voir un peu tout le monde, puis ça évite qu'on se mette tous contre un, puis que ça devienne plate pour la personne en tant que telle. Fait que ça, je dirais que c'est un gros plus dans le jeu, le fait que le jeu perdure pas trop longtemps. Pour ce que c'est, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir été le chercher comme ça. Il y a d'autres jeux, des fois, qu'on va jouer, puis là, un joueur est éliminé, le joueur va attendre, c'est pas nécessairement le fun, puis si tout le monde se met contre un, souvent, il y a les jeux qu'on appelle d'affronter le premier, bon, que le premier soit toujours la cible, ben ça devient assez difficile. Mais là, dans ce cas-là, on ne sait pas c'est qui le premier. Les joueurs ont vraiment, c'est anonyme, les points de vie, ils sont cachés, fait qu'on peut essayer de jauger, savoir, bon, c'est quel qui est proche de tomber. Je dirais que ça rajoutait quelque chose de le fun. Il faut pas s'attendre à un trop gros jeu non plus. Je dirais que je le baptise King of Tokyo Plus parce que justement, c'est le genre de jeu qui va passer partout, mais je trouve qu'il y a un petit élément de plus avec le plateau de jeu, le fait de pousser les joueurs, l'équipement de départ, les choses comme ça. Je trouve que ça lui donne un petit côté plus intéressant que King of Tokyo. La note que je vais lui donner, donc comme d'habitude, mes notes sont sur 6. Pour celui-là, j'hésitais. Je ne veux pas donner des demi-points, je veux toujours rester avec mes notes, je ne veux pas compliquer les choses, mais c'est un bon jeu, mais ça reste qu'il faut comprendre les limites du jeu. C'est pas un grand jeu de miniature, c'est pas Heroescape, ça reste un petit jeu que je trouve très intéressant. J'hésite entre un 3 et un 4, je pense que je vais lui donner un 3. Pas parce que j'aime pas, parce qu'un 3 c'est un bon jeu. Donc c'est un jeu que je vais rejouer, je suis très content de l'avoir. King of Tokyo doit à peu près tomber dans les mêmes eaux. C'est un 3 parce que après, là, j'ai joué à peu près 5-6 parties. Je dirais que plus loin, plus on va jouer, oui, c'est certain qu'il va avoir l'intérêt de savoir combien miser pour les armes, ça va être le fun, mais j'ai peur qu'il manque un petit quelque chose. Comme j'expliquais tantôt, peut-être un pouvoir spécial, une activation. Après quelques tours, on réussit à accumuler des points ou des pierres de pouvoir, quelque chose pour faire une grosse attaque. Je dirais que ça pourrait rendre la chose assez intéressante. C'est pas obligatoire, puis ben franchement, ça va peut-être même juste compliquer le jeu comme ça devrait pas l'être. Fait que personnellement, je trouve que c'est un excellent jeu. Je l'aime beaucoup, je le recommande. Je lui donne la note de 3 sur 6, mais c'est justement parce que c'est ce genre de jeu-là. Personnellement, je trouve que ça mérite d'être essayé. Donc c'était Arena for the Gods! Donc c'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine.